Bonjour tout le monde, ici Roger et bienvenue à ce nouvel épisode de BIA des Dodgers du Canada. Lors du dernier épisode, nous avons revécu des moments cruciaux de la bataille de la Gaulée pour capturer l'objectif Cider. Et une fois Cider capturé, la division canadienne avait subi de lourdes pertes. Maintenant, la porte est ouverte pour la 2e brigade d'entrer dans la ville d'Ortona. Les rapports de renseignement suggéraient que les Allemands n'allaient pas défendre la ville, mais plutôt se déplacer au nord vers la rivière Arieli. Mais les parachutistes vont prouver le contraire. Ces parachutistes allemands qui défendaient la ville ont reçu l'ordre de la défendre jusqu'au dernier homme et ils vont combattre désespérément comme des lions, de rue en rue et de maison en maison. Nous sommes vraiment chanceux d'avoir avec nous aujourd'hui nos amis de la Gustav Line Reenactment qui vont reconstituer des batailles de rue, et une experte historienne, Mme Angela Arnone, qui va nous guider à travers les points d'intérêt de la ville. Alors, allons ensemble découvrir la bataille d'Ortona. Avant que les Canadiens entrent dans la ville, les Allemands avaient commencé à démolir les immeubles par explosion en créant des piles de décombres afin de diriger les Canadiens dans des zones de tir parfaitement couvertes par les mitrailleuses, les mortiers, les canons antichars, les mines et les traquenards. Même le port fut rendu hors d'état et bloqué en y coulant des vaisseaux, mais la rue principale Corso Vittorio Emanuele fut laissée libre de débris. L'endroit connu aujourd'hui sous le nom de Place des Héros canadiens, qui s'appelait à l'époque Piazza Municipale, fut méticuleusement préparé en une zone meurtrière parfaite. Au matin du 20 décembre, lorsque le Loyal Edmonton Regiment commencèrent leur avance, le régiment, ayant subi de lourdes pertes, fut réorganisé en 3 compagnies de 60 hommes, supportés par les chars du régiment de Trois-Rivières, les mitrailleuses et les mortiers du Saskatchewan Light Infantry et les canons antichars de la 90e batterie antichars. Ils avancèrent jusqu'aux abords de la ville en suivant un intense barrage d'artillerie. En arrivant aux abords de la ville, le lieutenant-colonel Jefferson décida d'arrêter afin d'éviter des combats urbains dans l'obscurité. Pendant ce temps, les compagnies C aidées du Seaford Highlanders avançaient vers le nord sur un chemin qui traversait la Gaulée près de la côte adriatique, vers l'église Santa Maria Costantinopoli, où ils furent engagés par les para-allemands. Ils combattirent farouchement afin de les arrêter, mais les Seaford ont eu la main haute sur eux et réussirent à se rendre jusqu'à l'église. À la tombée de la nuit du 20 décembre, cette Gaulée, qui fut la scène de tellement d'effusions de sang, est maintenant derrière l'avance des Canadiens et elle va retrouver son statut de simple dénivellation géographique. Au matin du 21 décembre, une journée qui est célébrée par les habitants d'Ortona comme la fête de Saint-Thomas. Les Canadiens furent réveillés par une série d'explosions de démolition détonnées par les parachutistes allemands. Mais l'explosion la plus terrifiante venait du nord de la ville, lorsque, dans leur intention de détruire la haute tour, la moitié sud de la cathédrale s'effondra dans un bruit infernal qui fut ressenti à travers toute la ville. Les Loyal Edmonton Regiment continuèrent leur avance le long de Corso Emanuele vers Via Vittoria, situé à environ 300 mètres de la Piazza Municipale, dans des combats sanglants de maison en maison, tandis que les parachutistes allemands opéraient leur tactique meurtrière à la perfection.
Au matin du 22 décembre, le major Jim Stone de la compagnie D Loyal Edmonton Richmond proposa un plan très audacieux pour percer la ligne défensive des parachutistes allemands, qu'ils croyaient être très minces. Ils voulaient isoler leur arrière. Alors la compagnie s'est mise à avancer le long de Corso Vittoria Emanuele. Derrière les chars du régiment de Trois-Rivières, les sirènes sonnaient et les canons tiraient sans cesse, jusqu'à ce qu'ils arrivent à une pile de débris, environ 8 mètres de hauteur, qui était environ juste 25 mètres de Piazza Municipale. On ne saura jamais si c'est à cause de la perte de momentum ou si les Allemands les attendaient précisément à cet endroit. Mais en très peu de temps, les Allemands ont ouvert le feu à plein régime. Mais cela n'a pas affecté la détermination du major Stone et de ses braves soldats qui combattirent courageusement. Quand la nuit tomba, la piazza était entre leurs mains. Le major Stone, furieux de l'arrêt soudaine de son avance, chargea à lui seul un canon anti-char et lança une grenade en utilisant le bouclier du canon pour se protéger, tuant les opérateurs directement de l'autre côté. Pour son leadership et courage exemplaire pendant la bataille d'Ortona, il fut décerné la croix militaire. Mais maintenant, le flanc gauche des Loyal Ladies étant complètement exposé, il était clair que pour continuer l'avance, les Seaford Highlanders devaient avancer pour clairer les rues adjacentes. Du 23 au 27 décembre, une description journalière de la bataille d'Ortona serait très difficile à raconter. L'avance agonisante des Canadiens à travers les rues se mesurait de porte en porte, de cour en cour et de toiture à toiture. Les Canadiens ont vite compris qu'en combat urbain, le contrôle et la coordination étroite étaient de mise. Alors Ortona fut divisé et subdivisé en objectifs de bataillons, de compagnies et de pelotons, parfois consistant de seulement 2 ou 3 maisons. Il était suicidaire d'envoyer les hommes dans la rue. Alors le mouvement de maison en maison se fit par l'entremise d'une nouvelle technique appelée mouse holing, trou de souris. Cela consistait à ouvrir une brèche dans un mur par explosion au plancher supérieur et de clairer la maison de chambre en chambre à partir du haut vers le bas. À la conclusion d'Ortona, l'historien américain Robert Wallace considéra les soldats canadiens comme étant des maîtres dans l'art des combats urbains. Au matin du 28 décembre, une patrouille envoyée par le lieutenant-colonel Jefferson au Castello, qui se trouve à la limite nord de la ville, rapporta qu'il n'y avait aucun signe de la présence des Allemands. Les indomptables parachutistes avaient quitté Ortona. Mais malheureusement, lorsque les pauvres citoyens d'Ortona revinrent de leur lieu de refuge, ils retrouvèrent leur ville en ruine. Et durant les semaines qui suivront, beaucoup d'entre eux perdront la vie à cause des mines et des traquenards laissés par les Allemands. Il est difficile d'imaginer leur désespoir, et nous louons la résilience et le courage qu'ils ont démontré pour rebâtir leur ville. Called it Little Stalingrad.
in the square. Seems to be ripping the town to pieces. And the enemy. Of their great war correspondent. Speaking from Italy. By shortwave radio, his reports came from the heart of the battle. The ruin of Ortona had not been caused by shell or bomb. This town, they said, had been blown down by hand. The Canadians had faced the best the Germans had, and they had beaten these Germans. But in the month of December 1943, in the aftermath of every battle comes the poignant task of caring for those men who lost their lives. Following the bitter hand-to-hand fighting at Ortona, the Seaforth of Canada put to rest their war-weary comrades. Gathered at the graveside with the chaplain, the men stand in silent tribute with the words of the lesson read by Lieutenant Colonel Creighton, echoing across the battle-scarred resting place. As the strains of the last post fade across the Adriatic, the Seaforth seal the graves of their comrades with flowers of the forest. Well loved, remembered always. Le mois de décembre aurait été le mois le plus sanglant pour la première division canadienne en Italie depuis le début de la campagne. Juste pour la bataille de Ortona, le Loyal Ladies aura perdu 172 hommes morts et blessés et le Seaforth 103. Depuis le début de l'avance de la rivière Moreau jusqu'à la fin de la bataille d'Ortona le 28 décembre, les pertes canadiennes s'accumulent à 695 morts, 1738 blessés, 1773 malades, pour un total de 4206 pertes. Ceci est un grand prix à payer pour la victoire. À la suite des combats d'Ortona, il y avait d'autres terrains, d'autres villages à prendre à l'ouest et au nord d'Ortona pour consolider nos positions. Par exemple, le village de San Nicola et San Tommaso fut des objectifs très importants où il y a eu de combats encore sanglants pour les éléments de la première brigade d'infanterie. Les collines au nord et aussi le long de la côte furent des objectifs importants pour les unités de la 3e brigade d'infanterie. Toute la région devait être consolidée et sécurisée jusqu'au mois de janvier, où on est tombé en mode défensif, où les opérations offensives ont cessé. Et pour donner le temps pendant les mois hivernales à la division de pouvoir se reconstituer et prendre le repos nécessaire pour pouvoir poursuivre les prochaines opérations à venir. Ils étaient aimés. Et plusieurs les ont pleurés parce qu'ils ne sont jamais revenus à la maison. Et nous devons non seulement nous souvenir d'eux, mais encore plus. Good morning, Angela. Nice meeting you.
Nous sommes enfin ici, à Ortona, pour continuer l'histoire des Canadiens en Italie. Et je suis vraiment heureux de t'avoir, parce que j'ai entendu beaucoup de bien. Seulement du bien à propos d'Angela. C'est bon à savoir. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? OK. Techniquement, je suis la représentante officielle des vétérans d'Ortona, du régiment blindé de Trois-Rivières. Le parc où nous sommes est le Piazza degli Eroi Canadesi, qui veut dire le parc des héros canadiens. Et nous trouvons le monument pour le coup de la paix, qui était le début du projet de mémoire d'Ortona pour les vétérans canadiens. Je suis aussi un des fondateurs du musée de la bataille d'Ortona et j'ai été impliqué fortement, non seulement pour le monument ici, mais aussi pour le monument du Carrefour Cider qui inclut des chars blindés Sherman. Les événements que j'aimerais parler avec vous aujourd'hui sont les interactions qu'il y a eu entre les soldats canadiens et les citoyens d'Ortona, le côté humain. Parce que les vétérans canadiens ont une forte connexion avec les habitants d'Ortona. Ils ont aidé à la reconstruction de la ville. Ils sont restés ici pendant plusieurs mois. La relation entre eux et la ville est toujours restée forte. Et je crois que les citoyens d'Ortona ne les ont jamais oubliés. Ce que nous voyons dans ce parc, qui fut récemment amélioré grâce à un don d'Anciens combattants Canada, qui a payé pour cette fontaine, mais aussi lorsque vous faites une recherche sur Google Maps, l'architecte l'a conçu pour voir la feuille d'érable du haut du ciel, pour souligner le sacrifice des Canadiens à cet endroit même. Il y a aussi de l'information additionnelle sur le monument lui-même. Est-ce qu'on peut aller voir? J'aimerais vraiment voir ce qui est écrit sur la plaque. C'est le monument Le Coup de la paix. Et ce que nous voyons, ce sont deux soldats canadiens, deux frères d'armes, et ils se sont inspirés du Royal Edmonton Regiment. J'aimerais te parler de deux dames, Francesca et Maria La Sorda. Au moment de la bataille, elles devaient être âgées entre 18 et 20 ans. Leur famille était très pauvre parce que leur père était mort dans un accident de travail. Elles se sont réfugiées dans une grange, dans le temps de Noël, sans nourriture et sans eau. Et personne ne partageait ce qu'ils avaient. Ceux qui avaient un peu de nourriture ou de l'eau le gardaient pour eux-mêmes. Ouais, c'était de la survie. Après le 28 décembre, la nouvelle est venue que les Allemands étaient partis. C'est en hiver, il fait froid et humide et la terre est en boue. En retournant à Ortona, elle décide de prendre un raccourci à travers les champs. Et soudain, elle entend quelqu'un qui crie. Et ce soldat saute dans les airs et leur signale d'arrêter. Arrêtez! Elle s'arrête et s'approche vers elle, très lentement avec précaution à travers le champ, un pas à la fois, en regardant par terre. Une fois arrivé, il explique du mieux qu'il peut, dans les seuls mots qu'il connaît en italien, parce qu'elle ne parle pas l'anglais. Il y a des mines. Il ne parlait pas italien, alors il parle seulement avec ses mains. Danger! Danger! Donc il prend Maria dans ses bras et la transporte de l'autre côté du champ. La dépose, revient, prend Francesca, la transporte aussi. Et leur dit maintenant vous pouvez continuer. Elle réalise qu'il est un soldat canadien lorsqu'elle voit la patch rouge. Ce Canadien a marché dans un champ de mines et il a sauvé leur vie. Donc, lorsque nous avons placé ce monument, après quelques jours, nous avons remarqué que sur le dessus, il y avait toujours des fleurs fraîches. Et parce que les gens savent que je suis impliquée avec le régiment de Trois-Rivières, ils croyaient que c'était moi. Mais non, j'apporte des fleurs lors des occasions spéciales, mais pas tous les jours. Et Ortona est une petite ville. Alors, ça ne me prend pas de temps avant de découvrir ce qui se passe. Un de mes amis s'est placé sur le coin parce qu'il était curieux de savoir qui mettait les fleurs et il a vu deux toutes petites femmes aller au marché où ils vendent des fleurs. Elle vérifiait les fleurs et s'il était encore fraîche, elle attendait. Mais s'il avait besoin d'être remplacé
aussitôt qu'elle était abîmée, défraîchie ou sec, elle les replaçait un nouveau bouquet. Il les a suivis, il les a vus entrer dans une maison par là-bas. Alors, il a frappé à la porte et leur a demandé pourquoi elle faisait ça. Et où cette porte? Juste par là. Vraiment? De l'autre côté. Pouvons-nous aller la voir? Juste par là. Hey, si tu peux nous la montrer, ça serait fantastique. Elle était tellement heureuse de pouvoir commémorer leur héros canadien tout près d'où elles vivent. Donc, c'est ici qu'elles habitaient. Elles vivaient ici. Et en fait, cet appartement est sombre et humide et n'est pas vraiment approprié pour y habiter. Elles y ont aménagé au début de 1944 et y sont restées jusqu'à leur mort. Elles étaient trop pauvres pour aller vivre ailleurs. Nous arrivons au Dead Horse Square, qui est Plaza San Francisco. Okay. Rebuilt, yeah. Il y a un bâtiment ici qui a été détruit et un autre ici. Yes. Ce bâtiment, à côté de l'église, c'est un hôpital. Ah, là? Oui, là. Les chars de Trois-Rivières sont arrêtés ici. Ils ont tiré sur le devant de l'église et les mitrailleuses ont commencé à tirer parce que les Allemands occupaient l'église et les bâtiments autour. Qu'est-ce qu'on ne savait pas était qu'il y avait 500 civils de tous âges à l'intérieur au premier étage. Ils dormaient dans la salle de bain et aussi dans les salles où il y avait normalement des malades. Les Allemands avaient cloué les portes pour les empêcher de sortir, alors ils étaient en otage. Les Canadiens ne savaient pas. Et il y avait des Allemands qui traversaient d'une bâtisse à l'autre. Là, c'était l'école de l'église. Et il y avait des Allemands là aussi. Alors, tu vois, Ouais, il faisait du tir croisé, il couvrait toutes les c'était angles. une situation très difficile. Oui, parce qu'il y a des balles qui viennent au moins de ces deux Et les directions. Sherman ont redirigé leur tir vers la droite. Ce mur est tombé. Il fallait finir la job. Et dans les rues adjacentes, il y a d'autres ruelles comme celle-ci. Une jeune femme est sortie en sautant et criant devant les chars, leur disant d'arrêter. Un Canadien s'est précipité pour l'enlever de là. Et elle leur expliqua en français « Il y a beaucoup de civils! » Okay. Alors, ils ont arrêté les chars. Le nom de cette jeune femme était Marianne. Elle était une professeure d'école et savait que les Canadiens pourraient comprendre. Elle a sauvé la vie de 500 personnes. Ils sont sortis et les chars tiraient. Les mitrailleuses tiraient. Alors ils sortent et d'après les histoires qu'on m'a racontées, ce groupe d'humanité, sale, affamé et assoiffé, il n'y avait même pas d'eau dans ce bâtiment. Des religieuses, prêtres, des malades, des enfants et des vieillards, ils réalisent que les Allemands sont immobilisés et ils disparaissent. Et cette place est connue des Canadiens sous le nom de Place du Cheval Mort. Parce que où est ce café là-bas est la maison d'un homme qui s'appelait Champoli. Okay. Champoli était un chauffeur de taxi. Il n'avait pas de voiture, mais il avait un cheval. Donc, ce cheval était le meilleur ami de Champoli. Lorsque le cheval fut effrayé par toute cette confusion, il brisa la porte et se sauva dans le milieu de la place. Et il fut tué immédiatement. Champoli courait pour sauver son cheval, il fut tué et tomba sur son cheval. Plus tard, lorsque les Canadiens se consolaient, une des choses qui est typique d'Ortona, il y a tellement d'églises que si tu dis « il y a une église », tu ne sais pas laquelle. Mais si tu dis « là où il y a un cheval mort », ah oui, la place du cheval mort. C'est devenu un point de repère. Quelle histoire incroyable. Luciano va tomber en amour. Il y a des chats.
c'est intéressant. Ah, voilà! C'est ici la vidéo que je parlais. C'est ici. OK. Nous avons la vidéo de ce char qui tire. Cet édifice est devenu important pour nous il y a quelques années. Lorsqu'une dame du Nouveau-Brunswick m'a contacté pour dire que son papa était à la bataille d'Ortona pendant le temps de Noël en 1943. Et il avait dit à sa famille, « Vous savez, lorsque vous entendez les histoires du dîner de Noël, du Seaforth Highlanders, à la télévision, je n'étais pas à ce dîner de Noël. » Où était-il? Il n'était pas certain où il était. À Ortona, il était dans l'artillerie royale canadienne comme officier d'observation. Officier d'observation avancée. Il a dit que depuis où il était, il pouvait regarder la ville d'Ortona. Et il pouvait voir les soldats canadiens et les soldats allemands se déplacer dans les rues. Il pouvait les voir de sa position. Ce bâtiment. Nous avons trouvé des images similaires à celle-là, qui des photos extraites venaient d'une vidéo. Et dans cette vidéo, on voit un homme avec, sur le toit, près d'un mur. Et nous n'avons aucun doute que c'est lui. Pourrais-tu nous amener où était le dîner de Noël? Absolument! C'est juste 5 minutes de marche d'ici. Allons-y. Dis-moi, Angela, c'est l'église où s'est déroulé le dîner de Noël? Oui, c'est l'église du dîner de Noël. Après que les Seaforths ont capturé cette église de la main des Allemands, ils sont arrivés par le chemin de l'autre côté. Il y a plusieurs photos. Il y en a une qui sont à l'intérieur de l'église. Et c'était la tradition que les officiers servaient les hommes. Oui, et ça l'est toujours. Je crois qu'il y a 1 ou 2 photos de ça. Pas tous les Seaforths sont venus à ce dîner. Notre ami Smokey Smith, il a dit « Je ne vais pas risquer ma peau pour un repas de Noël. » Smokey ne l'a pas eu, mais il a survécu la guerre. Qu'est-ce qu'on ne peut pas voir maintenant, parce qu'ils ont bâti par-dessus, c'est le mur de côté de la cour où la fameuse photo fut prise. OK. Peut-être nous devrions aller la voir, la photo. Cette image nous donne une bonne idée de ce que j'essaie d'expliquer. On peut voir dans cette photo, il y a un char Sherman. Ici, on voit un Porsche. Et il y a un autre ici. Ah, je vois. Il n'est plus là parce qu'il y a le mur maintenant. Il a été détruit pendant les combats. Donc, cette photo est sous ce Porsche. On peut voir le mur médiéval, qui était le mur extérieur de l'église. Et on peut voir, ils ont leur nourriture, une bouteille de bière. Il n'y a pas de nappe sur les tables, parce qu'il n'y en avait pas suffisamment. Mais ils ont des œufs durs, des cigarettes, et malheureusement, pour plusieurs d'entre eux, ce fut la dernière musique d'orgue et de chorale qu'ils ont entendue. Ça a été leur dernier repas avant de retourner se battre. Oui, pour plusieurs, ce fut leur dernier repas. Et quand vous irez au cimetière, vous en verrez daté 25 décembre 1943. Roméo Hébert de Saint-Simon, Nouveau-Brunswick, et Edmond Chiasson de Pigeon Hill, Nouveau-Brunswick, étaient 2 amis qui servaient au sein du Carlton and York Regiment, le jour de Noël 1943, quelque part au nord de San Leonardo. Roméo et Edmond quittaient la messe après avoir reçu les sacrements pour se rendre à leur dîner de Noël lorsqu'une bombe de mortier tomba près d'eux et un éclat atteint mortellement Roméo, qui avait encore l'hostie dans sa bouche. Il fut impossible pour Edmond de sauver la vie de son ami. Et Edmond raconta cette histoire tous les jours de Noël à sa famille. Roméo n'aura jamais eu la chance de se rendre à son dîner de Noël ou de réaliser son rêve de devenir un mécanicien.
rest was short. The return to the murderous streets immediate. Ah ouais, des trous de souris de l'étage en haut. Exactement. Les Allemands étaient dans les étages du haut. Les tireurs d'élite y étaient cachés. Ils ont installé beaucoup de pièges aussi. L'édifice pouvait exploser par-dessus. Il y avait tous les débris dans les rues, que les chars Sherman devaient contourner. Un peloton du régiment d'Edmonton, ils avaient froid, étaient fatigués et ont pris refuge dans un bâtiment. C'était le 27 décembre. Ce bâtiment était piégé et les Allemands étaient dans la bâtisse en face. Le nom du parent qui avait piégé ce bâtiment était Carl Byland. Quand les Canadiens sont entrés, ils ne savaient pas que les Allemands étaient là. Et Byland nous a raconté que son commandant lui a ordonné de faire sauter le bâtiment. Il avait 28 hommes. Il savait qu'ils étaient plusieurs. Un peloton et complet. ils ont tous été tués, sauf un. Le nom du survivant était le caporal Roy Boyd. Ça aura pris 3 jours pour le sortir de là. Merci Angela pour tout ce que tu nous as montré aujourd'hui. Vous savez, venir ici nous a éclairé beaucoup sur ce que les Canadiens ont fait pendant la campagne d'Italie. Mais encore davantage ici à Ortona, qui est spéciale. C'est une bataille très importante dans l'histoire de la campagne d'Italie, un des endroits où nous avons subi le plus de pertes. C'est important pour toute la génération de Canadiens de s'en souvenir. Et c'est la raison pour la série de BIA DD Dodgers du Canada. C'est pour ça qu'on est là. Je vous remercie de nous suivre, pour votre intérêt à découvrir notre histoire et d'être des gardiens de la mémoire, pour ne jamais oublier les sacrifices qui ont été faits par tout le monde dans cette guerre terrible. Il faut s'en souvenir afin d'éviter de faire les mêmes erreurs. Angela, encore merci. C'est mon plaisir, mon honneur. Vous êtes vraiment un ange. Alors voilà, pour Bravery in Arms, ici Roger. Continuez de nous suivre et regardez notre série, tandis que nous poursuivons notre périple dans la campagne d'Italie. Pour BIA DD Dodgers du Canada, ici Roger. Jusqu'à notre prochain rendez-vous, Custos Memoriae.